Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Bordeaux-Montesquieu. Vous êtes membre de l'Institut de recherche Montesquieu. Vous enseignez donc dans cette université, notamment pour le Masters Gap. Vous avez soutenu votre thèse en 2015 sous la direction de Dario Battistella. Elle s'intitule « De la guerre à la paix, une explication clausewitzienne de la cessation du recours à la violence ». Vous êtes donc expert de la guerre et de la pensée clausewitzienne, des pensées stratégiques, de la théorie des relations internationales, des transformations du système international et bien évidemment des enjeux nucléaires. Je précise également que vous avez fait votre post-doc à la chaire Défense et Aérospatiale. Pour citer quelques-unes de vos publications, on peut citer par exemple « Qu'est-ce que la guerre ? Une réinterprétation de la formule de Karl von Clausewitz dans la revue française des sciences politiques en 2017 »,« Donald Trump, déconstructeur en chef de l'ordre libéral international » dans la revue politique américaine en 2021, ou encore Lawfare, critique d'un concept défaillant dans Raison politique en 2022. Je me permets de citer également deux articles qui sont sortis sur Cairns, je l'ai vu, et dont vous allez faire dont vous allez ce soir présenter la revue, donc Les Champs de Mars. Vous y publiez donc deux articles, donc vers un nouvel âge nucléaire, ainsi que Armes nucléaires, la guerre en Ukraine et la théorie du paradoxe de la stabilité-instabilité. Vous avez également, avec Anne-Marie Tournepiche, Jean Belin et Caroline Dufy, lancé le 23 janvier de cette année le projet de recherche interdisciplinaire et explorateur Eurodef, un observatoire sur la conflictualité armée et qui a donc comme objectif de fédérer les différents spécialistes de la guerre sur Bordeaux et d'ainsi développer un projet de recherche sur l'Europe face à la guerre. Vous aimez donc dans certains de vos travaux, comme nous avons pu le voir, questionner certains concepts contemporains et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui avec une interrogation. Assiste-t-on à un élargissement du champ de la guerre ? Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler des sujets sur lesquels je travaille et qui me passionnent. Et surtout, un très grand bravo pour votre implication dans l'organisation de cette journée d'études. C'est franchement super de voir des étudiants comme ça qui sont motivés par leurs études et qui s'impliquent au-delà des cours, y compris donc pour l'organisation d'événements scientifiques. Donc bravo à vous. Alors effectivement, je vais vous parler... moi, d'une question assez nettement différente, puisque je ne vais pas m'intéresser à un milieu géographique spécifique, mais je vais traiter de la question aujourd'hui de l'élargissement du champ de la guerre à de nouveaux domaines, avec en fait une série d'auteurs, dont je vous présenterai quelques-uns dans quelques minutes, une série d'auteurs qui nous disent que la guerre est en train de connaître une transformation assez fondamentale, puisque on a traditionnellement pensé la guerre comme étant quelque chose spécifique au champ militaire, et que désormais la guerre s'émanciperait de cette emprise militaire, et donc on aurait une guerre dans des domaines non militaires, non matériels. C'est l'idée donc que je vais questionner aujourd'hui. Je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu cette littérature, et puis dans un deuxième temps, je pointerai un certain nombre de lacunes dans cette littérature, et je serai particulièrement critique vis-à-vis de cette littérature. Alors la guerre, elle a traditionnellement été définie par le critère de l'emploi de la force armée. C'est la définition relativement classique de la guerre qu'on retrouve à travers l'histoire. Quand on étudie les grands penseurs de la guerre, les grands penseurs de la stratégie, ce qu'on observe, c'est que systématiquement, leur champ de compétences et leur champ d'études, c'est effectivement la question de l'emploi de la force armée, et ils se centrent sur cette question-là. Ce prisme traditionnel d'étude de la guerre comme centré sur la chose militaire, on le retrouve aussi dans le langage courant, au travers de différentes expressions. Faire la guerre, qu'est-ce qu'on entend par là? Qui est-ce qui fait la guerre? C'est le militaire, c'est pas le diplomate. Le diplomate, il ne fait pas la guerre. La personne qui met en œuvre des sanctions économiques, la personne qui mène une campagne de désinformation ou d'influence sur les réseaux sociaux, on ne dirait pas qu'il fait la guerre. La guerre, c'est une activité spécifique qui est le fait d'acteurs spécifiques, les militaires. On parle de théâtre de guerre. Le théâtre de guerre, il cantonne géographiquement la confrontation à un espace bien défini. Le théâtre de guerre, donc, il induit une différence entre le front et l'arrière, avec l'idée que ce qui fait la distinction entre les deux, c'est bien la question, le critère de l'emploi de la force. Donc de manière assez traditionnelle, pendant très longtemps, on a pensé la guerre en référence à l'emploi de la force armée. Pour autant, depuis maintenant, grosso modo, les années 90, on a toute une littérature qui propose de s'émanciper de cette conception traditionnelle de la guerre,
et de l'élargir, de dépasser cette conception traditionnelle de la guerre, avec comme idée celle d'un débordement du champ de la conflictualité, celle d'un débordement du champ de la guerre. La guerre a été pensée traditionnellement comme étant cantonnée au champ militaire. Désormais, elle déborderait et elle irait, d'une certaine manière, contaminer l'ensemble des champs d'action possibles. L'ensemble des outils à la disposition des acteurs, des États, deviennent des outils possibles de l'affrontement guerrier. On aurait donc une guerre qui se déroulerait non seulement dans le champ militaire, mais désormais dans une multitude d'autres domaines qui ne sont pas militaires, qui ne sont pour certains pas matériels, dans le champ économique, juridique, informationnel, cyber notamment. Et donc, c'est rendu dans la littérature au travers de certains concepts que je vais vous présenter. Notamment, on parle de guerre hors limite, on parle de guerre hybride, on parle même de guerre permanente. C'est des concepts sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. Et donc, l'idée ici, c'est que l'évolution des pratiques guerrières engendrerait finalement eh bien, une nécessaire reconfiguration de nos concepts. Les concepts qu'on a développés pour rendre compte de la guerre ne sont plus opérants. Ces concepts fondés sur une distinction guerre-paix qui était facile à établir, qui était claire. Cette idée de la guerre donc cantonnée à la sphère militaire, eh bien, toute cette manière de penser, tous les concepts qui ont été élaborés, il faut aujourd'hui les repenser, les reconstruire pour rendre compte de cette transformation de la conflictualité, de ce débordement de la conflictualité dans l'ensemble des champs d'action et plus seulement dans le champ militaire. Et donc, on a un travail ici conceptuel, d'élaboration donc de nouveaux concepts pour rendre compte de cette nouvelle réalité. Et je vous propose de passer en revue donc quelques-uns de ces concepts qui ont été développés et de présenter rapidement la pensée des auteurs donc, qui ont mis en avant ces concepts. Premier concept que je voulais évoquer, alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, j'en ai pris quelques-uns que je considère comme étant plus représentatifs que les autres. Premier concept, ici donc celui de guerre hors limite, qui a été produit par deux militaires chinois dans un ouvrage donc, qui s'intitule en français, qui a été traduit sous le nom de La guerre hors limite, qui a été publié en 1999, alors dans un contexte qui est lui-même assez important, puisqu'en fait on est dans un contexte de suprématie matérielle militaire américaine indéniable. On est dans un contexte où la Chine est très loin d'être la puissance qu'elle est devenue aujourd'hui, sachant que même aujourd'hui elle n'a pas encore rattrapé les États-Unis, loin de là. Donc on est à une période d'écart de puissance absolument considérable avec les États-Unis, et dans un contexte, notamment après la première crise du détroit de Taïwan, où la Chine réalise des tests de missiles à proximité de l'île de Taïwan, et les États-Unis réagissent de manière extrêmement forte. Ils envoient deux groupes aéronavals qui forcent la Chine donc, à faire marche arrière. Et donc c'est une période un peu de prise de conscience par la Chine du fait que ces velléités territoriales, elles rencontreront une opposition par une puissance bien plus forte qu'elles, les États-Unis. Et donc on a toute une réflexion qui est portée par ces auteurs qui consiste justement, en partant du principe de cette infériorité militaire chinoise, de penser d'autres manières de mener la lutte et de défendre la perspective chinoise face aux Américains. Et donc ces auteurs nous disent, c'est les citations que vous avez à l'écran, qu'on observe une diminution du recours à la force armée comme moyen d'action politique, et à l'inverse, on a d'autres formes de violence, nous disent-ils, qui prennent la place. Donc ils parlent de violence ici politique, économique et technique. Et donc, nous disent-ils, ce recours à ces nouveaux moyens pour mener la lutte, eh bien, nécessite de repenser le concept traditionnel de guerre. C'est la deuxième citation. Il faut élargir la conception de la guerre avec un élargissement du domaine de l'activité guerrière. Et donc, il nous propose ce travail d'élargissement avec la troisième citation que vous avez ici, dans laquelle ils nous disent les nouveaux principes de la guerre ne consistent plus à faire usage de la force armée pour obliger un ennemi à se plier à notre volonté, qui est ici une citation reprise de Clausewitz. C'est l'une des définitions célèbres de la guerre donc, donnée par Clausewitz, l'utilisation de la force pour soumettre à notre volonté notre adversaire. Et donc ils vont transformer cette définition classique clausewitzienne de la guerre en nous disant que désormais les principes de la guerre consistent à utiliser tous les moyens
dont la force armée ou la force non armée, militaire ou non militaire, et des moyens létaux ou non létaux pour obliger l'ennemi à se soumettre à notre volonté, à nos intérêts. Et donc ils nous disent bien tous les moyens sont disponibles, et ils vont faire une liste qui est pas exhaustive mais qui est déjà assez longue, des différentes formes de guerre qu'ils envisagent. Ils parlent de guerre diplomatique, de guerre commerciale, financière, écologique, psychologique, médiatique, culturelle, idéologique, guerre d'aide économique, guerre des sanctions, guerre du droit international, guerre du renseignement. Donc ils envisagent comme ça une conflictualité qui va vraiment s'étendre à l'ensemble des domaines possibles, bien au-delà du seul champ militaire. Deuxième concept, celui de guerre hybride. Alors le concept de guerre hybride, il est assez difficile à manier parce qu'en fait, il a connu lui-même une trajectoire en 2 temps. C'est un concept qui est introduit avant tout par Frank Kaufman, qui est un militaire américain, initialement même dans un article coécrit avec James Mattis, qui sera le premier ministre de la Défense de la première administration Trump. Et en fait, la toute première conception de la notion de guerre hybride, elle vise à rendre compte de conflits armés. Donc on reste encore dans une conception assez traditionnelle de la guerre, mais de conflits armés qui opposent des acteurs non étatiques à des acteurs étatiques, avec comme particularité que les acteurs non étatiques en question ont réussi à se doter de moyens technologiques assez poussés. Et en fait, c'est un concept qui émerge surtout pour rendre compte de la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006, et qui permettra de rendre compte également du groupe État islamique ou des cartels mexicains par la suite. C'est ensuite un concept qui va connaître une évolution assez radicale dans le contexte des tensions autour de l'Ukraine à partir de 2013-2014, et la guerre hybride est reprise à ce moment-là pour décrire les méthodes de guerre perçues comme étant employées par la Russie. Avec l'idée que pour mener ces actions hostiles contre l'Ukraine, contre l'Occident plus généralement, eh bien, la Russie a désormais recours à la force armée. Elle envahit la Crimée en 2014, elle envahit l'Ukraine en 2022, mais aussi à un ensemble de moyens non militaires, non matériels, et qu'elle puise dans le spectre donc des outils à sa disposition pour mener la lutte sur la scène internationale. C'est ce que nous disent les 2 citations que je vous ai mises ici. La première, c'est une citation d'un analyste de la Rand Corporation qui témoigne devant le Congrès aux États-Unis et qui, donc, parlant spécifiquement du cas de la Russie, nous dit « La Russie utilise aujourd'hui de multiples instruments de puissance et d'influence, parfois avec une emphase sur des moyens non militaires, afin de défendre son intérêt national en dehors de ses frontières, souvent au détriment de l'intérêt national américain. » Donc, elle puise dans un ensemble de moyens à sa disposition pour défendre son intérêt national de manière hostile vis-à-vis des intérêts américains occidentaux. Deuxième citation qui est une citation de l'OTAN. Donc l'OTAN a intégré ce concept de guerre hybride, et c'est un concept qui a connu un succès médiatique, politique, institutionnel très fort, notamment d'ailleurs par le biais de James Mattis qui a occupé des fonctions très importantes à l'OTAN et qui a contribué à introduire ce concept. Et donc l'OTAN nous dit que la guerre hybride se définit comme l'ensemble des activités menées ouvertement ou non à l'aide de moyens militaires et de moyens non militaires, en citant désinformation, cyberattaques, pression économique, déploiement de groupes armés irréguliers ou emploiement de forces régulières, sachant que le but est alors de rendre plus ardue la distinction entre guerre et paix et de semer le doute dans l'esprit des populations qui sont prises pour cible. Ces activités visent à déstabiliser, à ébranler la société. Donc on retrouve cette idée, on puise dans le spectre des outils à notre disposition, et la conséquence que ça a, eh bien, c'est que effectivement, on a des moyens d'action qui sont plus strictement militaires, strictement non militaires, mais qui deviennent hybrides et qui floutent la distinction classique entre guerre et paix. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. Tout ça est assez perturbant. Troisième concept qui poursuit cette idée en fait d'un effacement de la frontière traditionnelle entre guerre et paix, d'une confusion désormais. C'est le concept de conflit dans les zones grises. La zone grise, c'est quoi ? C'est une zone qui n'est plus la paix, parce qu'on a une rivalité, on a des tensions qui sont trop fortes, mais qui n'est pas encore la guerre, parce qu'on n'a pas encore d'affrontement ouvert, conventionnel entre les armées, comme on peut s'imaginer la guerre. Donc c'est un entre-deux qui est caractérisé par des tensions trop intenses pour être vraiment de la paix, mais pas encore assez intenses ou qui n'ont pas encore pris la forme d'une violence ouverte, armée, pour être vraiment qualifié de véritable guerre. C'est ce que nous dit ici, c'est ce que nous disent ici une série d'auteurs qui sont
pour certains des militaires américains. Donc la zone grise est caractérisée par une compétition intense dans le champ politique, économique, informationnel et militaire, compétition qui est plus fervente en nature que la diplomatie normale entre les États, mais pour autant en deçà de la guerre conventionnelle classique. Dernier concept que je voulais évoquer, celui de guerre permanente, qui traduit bien en fait, étant donné que maintenant tous les outils, tous les instruments deviennent des instruments guerriers, eh bien inévitablement la guerre elle est partout, elle est tout le temps là. C'est alors une manière un petit peu différente de voir les choses. Ici, on n'est pas dans un entre-deux entre guerre et paix, on est dans une guerre qui devient en fait absolument permanente et qui touche l'ensemble de la société. Cette idée, elle est défendue par Jean-Baptiste Janssen-Willemer, qui est l'ancien directeur de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et qui est aujourd'hui ambassadeur français, dans un petit ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'intitule « Le réveil stratégique » sous-titré « Essai sur la guerre permanente ». Et donc il nous dit, dans cet ouvrage, vous avez une citation ici, « Ingérence, subversion, cyberattaque, terrorisme ». Prenant des formes de plus en plus variables, souvent ambiguës, la guerre est devenue permanente. Elle est présente partout, tout le temps, et peut frapper tout le monde. L'information, le droit, l'énergie, la santé, les réfugiés comptent parmi ces nouveaux leviers. Nous sommes en guerre permanente, donc c'est le constat auquel il parvient. Alors, cette littérature, elle me semble particulièrement problématique, et je formulerai donc une série de critiques contre elle, et je formulerai en fait 3 critiques contre cette littérature. La première chose, c'est que cette littérature nous dit des choses en vérité qui sont complètement banales et qui ont toujours existé, et c'est, pour dire les choses un peu crûment, une réinvention de la roue. Il n'y a aucune originalité dans le propos qui est tenu par ces auteurs, par les descriptions qu'ils font. Tout à l'heure, je vous citais un analyste de la Rand Corporation qui nous disait la guerre hybride consiste à puiser dans l'ensemble des spectres des outils à notre disposition pour défendre notre intérêt sur la scène internationale. Il se trouve que depuis la nuit des temps, les États, les entités politiques indépendantes ont puisé dans le spectre des outils à leur disposition pour défendre leur intérêt sur la scène internationale. Et on a déjà un nom pour rendre compte de ce phénomène, ça s'appelle la politique étrangère. Le fait même d'utiliser les instruments de puissance, d'influence à votre disposition pour agir sur la scène internationale, c'est le principe de base de la politique étrangère. Notons au passage que c'est assez révélateur de l'état de la pensée stratégique actuelle que l'un des principaux apports conceptuels des travaux récents, c'est d'avoir réinventé le concept de politique étrangère. Mais au-delà de ça, on a déjà un certain nombre d'auteurs qui, en lien plus spécifiquement avec la guerre, avaient mis en avant le fait que les moyens non militaires, non matériels, pouvaient être utilisés à côté de la force. Clausewitz est perçu comme étant le théoricien de cette ancienne version de la guerre, et pourtant, quand on va lire Clausewitz, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous ai mis ici une citation, donc la célèbre formule clausewitzienne, la guerre est la simple continuation des relations politiques, avec l'appoint d'autres moyens, avec l'appoint de la violence. Cette formule, elle est explicite. La violence ne vient pas en substitution des autres moyens d'action des États. La violence vient en complément de l'ensemble des moyens qui sont utilisés par les États pour défendre leurs intérêts. Et donc la guerre, ici, c'est la simple continuation des interactions entre les États qui prennent des formes diplomatiques, économiques, informationnelles et autres, avec l'ajout de la violence en complément. On retrouve aussi cette idée dans les travaux d'un certain nombre d'auteurs, et je vous ai mentionné ici le général Beaufre. C'est des extraits d'un petit ouvrage que je vous recommande vivement qui s'appelle « Introduction à la stratégie », qui est extrêmement stimulant. Et le général Beaufre donc, écrit dans le contexte qui suit les 2 guerres mondiales, et tire les conclusions du caractère de ces 2 guerres mondiales, et du caractère total de ces 2 guerres mondiales, total ici dans le sens de mobilisation justement de l'ensemble des outils à la disposition des États pour mener la lutte. Et donc il nous dit, chacun sait que la guerre est devenue ouvertement totale, c'est-à-dire menée simultanément dans tous les domaines politiques, économiques, diplomatiques et militaires. Et il nous disait, la conséquence du caractère total de la guerre, c'est qu'il faut penser une stratégie elle-même totale, avec une stratégie militaire évidemment, mais qui est complétée, qui est appuyée
par d'autres stratégies dans le champ politique, diplomatique, économique, etc. Et il définissait la stratégie totale à l'époque comme l'art de choisir parmi une gamme de moyens matériels et moraux allant du bombardement nucléaire à la propagande ou au traité de commerce, et de combiner leurs actions pour les faire concourir à un même résultat psychologique assez efficace pour produire l'effet moral décisif. Et donc on avait bien ici déjà une définition de la guerre, de la conduite de la guerre, de la stratégie, qui intégrait l'utilisation de moyens militaires, mais aussi de moyens non militaires et non matériels à côté, avec comme spécificité quand même de cette approche qu'on garde le critère de l'emploi de la force comme étant le critère décisif de définition de la guerre. La guerre, c'est, et je vais y revenir, l'emploi de la force, nécessairement, même si elle peut prendre également, elle peut recouvrir l'emploi d'autres moyens en parallèle à côté. Et d'ailleurs, c'est la deuxième critique que je formulerai à ces auteurs. On a ici un manque de rigueur dans la manipulation de ces concepts, et notamment donc de ces concepts de guerre et de paix. Comment est définie la guerre traditionnellement? La guerre n'est pas définie par l'usage exclusif de la force armée. En revanche, la guerre, effectivement, est définie par rapport à la nécessité de l'occurrence de la violence. Je vous ai remis une citation de Clausewitz, elle est particulièrement claire ici. Il nous dit ce qui distingue la guerre de la paix, ce qui distingue la guerre d'un simple conflit, ça n'est pas l'existence d'un différend, c'est le choix de recourir à la force comme moyen d'action politique pour régler ce différend. Quand il y a un différend entre deux États, vous avez de multitudes de voies pour essayer de le régler. Vous pouvez négocier, vous pouvez mettre des sanctions, vous pouvez recourir à l'ensemble des outils à la disposition de l'État. Et il y a un moyen qui est considéré comme étant à part, différent des autres, comme ayant une dimension symbolique propre, c'est la force armée. 99% des différends entre États sont réglés sans recourir à la force armée, mais l'idée est que la force armée est un moyen tellement différent des autres, tellement spécifique, et bien que quand les États décident de recourir à la force armée, la nature de leurs relations change, on bascule d'un conflit à un conflit armé à la guerre. Et donc ce que nous dit Clausewitz dans les citations que je vous ai mises ici, ce qui reste toujours particulier à la guerre relève purement du caractère particulier des moyens qu'elle met en œuvre. Et il enchaîne, la guerre est un conflit de grand intérêt réglé par le sang, et c'est seulement en cela qu'elle diffère des autres conflits. La guerre ne se définit pas par l'existence d'un différend, elle ne se définit pas par l'existence de tensions entre les États, elle se définit par le choix d'essayer de régler ce différend au moyen de la force. La force est donc nécessaire pour qu'on puisse parler de guerre, même si elle peut évidemment coexister avec des moyens non militaires, non matériels à côté. La guerre ne se résume pas au seul emploi de la force, mais l'emploi de la force est nécessaire pour pouvoir parler de guerre. C'est donc ici deux idées oubliées par ces auteurs qui font ici un emploi donc tout à fait discutable conceptuellement de cette notion de guerre et de la distinction entre guerre et paix. C'est ce que vous disent les deux auteurs que je vous ai cités en dessous, qui sont très critiques vis-à-vis de ces concepts de guerre hybride, de conflit dans les zones grises, et donc qui ont écrit un article que je vous recommande si ça vous intéresse d'aller lire des critiques contre ces concepts, puisque c'est un article qui porte la charge de manière assez forte et directe, décrivant ces deux concepts comme des échecs de la pensée stratégique américaine, et en disant bien que, non, il n'y a pas d'effacement de la frontière entre guerre et paix. Si on maintient le critère traditionnel de distinction entre guerre et paix, c'est l'occurrence de la violence, donc il n'y a pas d'effacement de la frontière entre guerre et paix. Le problème de ces auteurs, le problème c'est leur échec à comprendre la différence entre la guerre et la paix et la confusion fréquente entre des actes de subversion, d'espionnage et des actes de guerre. Agir de manière hostile vis-à-vis d'un acteur, agir de manière agressive vis-à-vis d'un acteur, ça n'est pas faire la guerre à cet acteur. Tant que vous ne recourez pas à la force armée, ça n'est pas faire la guerre, ça recouvre, ça relève du champ classique des relations internationales, des relations entre les États. Et troisième et dernière critique que je formulerai, cette confusion donc entre la compétition et la guerre, entre la rivalité et la guerre, cette confusion, elle est problématique parce qu'elle est dangereuse.
elle est dangereuse parce qu'elle amène ici à dramatiser des actions qui peuvent être tout à fait hostiles, mais qui pour autant relèvent d'un répertoire d'actions qui est différent du recours à la force. C'est pas la même chose d'aller bombarder des villes ou de mener des campagnes de désinformation. À un moment, il faut raison garder, il faut tenir compte que des instruments différents produisent des effets différents, et il ne faut pas confondre les effets produits par ces différents instruments. C'est pas la même chose de mettre en œuvre des sanctions économiques que d'aller raser une ville. Il faut faire attention, il faut être prudent dans la manière dont on emploie les mots. Faire la guerre, ça relève ici d'un imaginaire, ça relève d'une réalité, ça relève de l'emploi d'un moyen bien spécifique, et il ne faut pas confondre ça avec d'autres actions qui certes sont hostiles, certes sont agressives, je ne le nie pas, mais qui relèvent d'un répertoire d'actions qui est totalement différent, d'un imaginaire qui est complètement différent. Ici, l'erreur de ces auteurs, l'erreur pratique de ces auteurs, c'est d'établir un mimétisme entre des instruments qui doivent être différenciés parce qu'ils ne produisent pas les mêmes effets. On en revient à cette idée qui est fondatrice du concept de guerre, que la violence elle est un instrument à part, que la violence n'est pas un instrument comme les autres, et donc il faut politiquement ici, pratiquement, ne pas transposer à l'emploi d'instruments qui sont non violents la rhétorique, les représentations propres à la guerre, transposer ces représentations, cette rhétorique de la guerre à ces autres instruments, c'est non seulement une erreur théorique, comme je vous l'ai dit, c'est dangereux parce que ça contribue à effacer la distinction entre compétition et guerre, et parce que ça revient à dramatiser des actions qui sont pour autant donc d'une intensité et d'un stade inférieur. Voilà. J'espère vous avoir convaincu des problèmes de ces concepts. Merci de votre attention.